bonjour ou bonsoir. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire du Club du Mardi, dont la reine est incontestablement Miss Marple. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Chapitre 4. Le perron sanglant. C'est assez curieux, commença Joyce Lampière, mais à présent que mon tour est venu, je suis presque ennuyée de devoir vous raconter la seule histoire comportant un mystère à laquelle j'ai été mêlée. Survenue depuis assez longtemps, environ 5 ans, elle n'a pourtant pas cessé de me poursuivre depuis lors. Je vous le dis tout de suite, c'est une histoire à la fois rose et noire, apparemment souriante et profondément macabre. Et chose bizarre, le tableau que j'étais en train de peindre à l'époque des événements offre le même contraste. Au premier coup d'œil, on n'y voit que la rue escarpée d'un petit village de Cornouailles, baigné de soleil. Mais si l'on étudie plus longtemps, il s'en dégage quelque chose de sinistre. Je ne l'ai jamais vendu, mais je l'ai mis dans un coin de mon atelier, tourné contre le mur, et je ne le regarde jamais. Mettons que Ratol, le village, était une bourgade de pêcheurs, trop pittoresque peut-être. Il y régnait une atmosphère de tableaux de genre, à la fois délicieuse et étrange. Et l'on y trouve encore des jeunes filles qui, inlassablement sans jamais relever la tête, dans de sombres boutiques enfumées, peignent des devises sur parchemin. On y accède par des chemins étroits et montants, presque aussi droits que le mur d'une maison. Je m'étais installé pour une quinzaine à Ratol, avec l'intention de prendre une masse de croquis. On y trouvait une vieille auberge, la seule maison laissée debout par les Espagnols lorsqu'ils bombardèrent le pays en 1500 et quelques, paraît-il. Ils ne bombardèrent pas, protesta Raymond, en fronçant les sourcils. Ma foi, mon cher, ils débarquèrent sur la côte avec des canons, y mirent une mèche, tirèrent et les maisons tombèrent. De toute manière, ce n'est pas là mon propos. L'auberge avait énormément de caractère, avec son vieux porche soutenu par 4 piliers. Ayant choisi un bon angle, je venais de m'installer pour travailler, lorsqu'une voiture descendit de la colline en grinçant et en brimbalant. Elle s'arrêta, comme il fallait s'y attendre, juste devant l'auberge, à l'endroit le plus gênant pour moi. Les voyageurs, un homme et une femme, en descendirent. Mais je ne fis guère attention à eux. Je remarquai seulement que la femme portait une robe légère en linon mauve et un chapeau de la même teinte. L'homme ressortit peu après et, à mon grand soulagement, remonta en voiture pour l'amener sur le quai, dans le bas du pays. Puis une autre voiture, semblable, apparut, conduite par une femme vêtue d'une robe extrêmement voyante, imprimée de grandes fleurs écarlates, comme j'en avais jamais vu, et coiffée d'un de ces immenses chapeaux, indigènes en paille, également rouge écarlate. La conductrice ne s'arrêta heureusement pas devant moi et conduisit directement son engin sur le quai, comme le premier voyageur. Elle reprit à pied la direction du village, et c'est alors qu'elle rencontra l'homme qui, en l'apercevant, leva les bras au ciel et s'écria à la voix chargée d'étonnement. « Carole, ma chère, mais c'est absolument merveilleux! Vous trouvez dans ce coin perdu, alors qu'il y a des années que nous nous sommes vus? Marjorie, ma femme, est là. Venez que je vous la présente. » Ils longèrent la rue côte à côte, et je vis l'autre femme, qui était arrivée avec l'homme, sortir de l'auberge et se diriger vers eux. J'avais juste jeté un coup d'œil à la dénommée Carole lorsqu'elle était passée devant moi, mais suffisamment tout de même pour apercevoir un menton bien poudré et une bouche outrageusement fardée. Je me demandais machinalement si Marjorie, jeune femme un peu fagotée et falote, pour autant qu'un rapide coup d'œil me permettait d'en juger, serait ravie de cette rencontre. Ces gens-là ne m'intéressaient pas le moins du monde, mais il arrive que l'on soit quelquefois involontairement témoin de certains faits et gestes d'autrui, et que l'on puisse s'empêcher de les observer. D'où ils se tenaient, je n'entendais que des bribes de conversation. Il était question d'aller se baigner de compagnie. L'homme, dont j'appris bientôt le prénom, Denis, proposait de louer un bateau et de faire une promenade le long de la côte. Il y avait une grotte célèbre, disait-il, qui méritait qu'on la visite. Carole voulait bien la voir aussi, mais elle suggérait d'y aller par les falaises, parce qu'elle détestait les barques. Finalement, il fut convenu que Carole irait à pied et les retrouverait à la grotte, tandis que Denis et Marjorie s'y rendraient en bateau. J'eus envie à mon tour de me jeter à l'eau. La matinée était très chaude et mon travail n'avançait pas comme je le voulais. J'imaginais que la lumière de l'après-midi me conviendrait mieux
et ayant mis mes affaires dans un sac, je partis en direction d'une petite plage que j'avais découverte et qui se trouvait à l'opposé de la fameuse grotte. Je me baignai à loisir, fis le lézard sur le sable, déjeunai d'un bout de langue de bœuf et de 2 tomates, et rentrai dans le courant de l'après-midi, pleine d'entrain et certaine que mon esquisse serait vite achevée. Tout le village dormait, en apparence. J'avais eu raison de fonder beaucoup d'espoir sur la lumière de l'après-midi. Le soleil éclairait exactement à mon gré la façade de l'auberge, thème principal de ma toile. Je compris que les autres baigneurs étaient rentrés aussi, en apercevant 2 maillots, l'un rouge vif et l'autre bleu, qui séchaient au soleil sur le balcon. Je restai un moment, la tête penchée sur ma toile, pour rectifier, dans un des angles, un petit détail malvenu. Et lorsque je relevai les yeux, quelqu'un était appuyé à l'un des piliers du perron. L'homme semblait avoir surgi comme par magie. Il portait des vêtements de marin et devait être un pêcheur du village. Son visage était encadré d'une barbe noire, et si j'avais eu besoin d'un modèle pour représenter un farouche capitaine espagnol, je n'aurais pu souhaiter mieux que cet individu. Je me mis à le dessiner à la hâte, de peur qu'il ne s'éloigne, quoique sa pose et son immobilité ne le faisaient pas prévoir. Il s'en écarta cependant, mais heureusement pas avant que j'eus terminé ce que je devais entreprendre. Il s'approcha de moi et commença à parler. Dieu qu'il était bavard. Ratol a été jadis un endroit très important. Je le savais déjà et je le lui ai dit. Mais cela ne l'empêcha pas de me raconter toute l'histoire du bombardement, je veux dire de la destruction du village et la mort du propriétaire de l'auberge tué sur le pas de sa porte d'un coup d'épée, porté par un capitaine espagnol. Son sang, dit-il, monda la pierre du seuil qui resta tachée pendant des centaines d'années, sans que nul ne parvienne à effacer la trace sanglante. Ce récit cadrait avec le caractère un peu insolite de cet après-midi assoupi. La voix du narrateur était douce, mais cette douceur avait quelque chose d'effrayant. Bien que très obséquieux, je le sentais, au fond de lui-même, cruel. À travers cet étranger insolite, je compris, comme je ne l'avais jamais fait jusqu'avant, l'Inquisition et les horreurs dont les Espagnols s'étaient rendus coupables en ces temps-là. Pendant qu'il me parlait, j'avais continué à manier mes pinceaux, et soudain, je me rendis compte qu'en l'écoutant, l'esprit obsédé par son récit, j'avais peint quelque chose qui n'existait pas sur le perron. Éclairé à ce moment-là par un rayon de soleil, j'avais peint des taches de sang. Il semble impossible que le cerveau puisse jouer des tours aussi extraordinaires. Mais en jetant un coup d'œil plus appuyé sur le seuil, je reçus un second choc et je me mordis les lèvres pour ne pas crier. Ma main m'avait fait reproduire ce que mes yeux voyaient. Il y avait des gouttes de sang sur la pierre blanche. Je les regardai fixement pendant 1 minute ou 2. Puis je fermai les yeux en pensant « Ne sois pas stupide, il n'y a absolument rien ». Je les rouvris et les gouttes de sang étaient toujours là. C'était insupportable et je ne pus effectivement pas le supporter. J'interrompis brusquement le flot des paroles du pêcheur. « Pardon, ma vue n'est pas très bonne. Est-ce que ces taches de sang y sont encore ?» Il me jeta un coup d'œil indulgent et plein de bienveillante pitié. « Bien sûr que non, madame, il n'y a plus de sang aujourd'hui. Ce que je vous raconte s'est passé il y a près de 500 ans. » « Oui, j'ai compris, mais il me semblait que... » Les mots s'arrêtèrent étranglés dans ma gorge. Je savais qu'il ne pouvait pas voir ce que je voyais. Incapable de continuer à dessiner, je me levai et commençai à rassembler mon matériel, avec des mains tremblantes. Comme j'essuyais mes pinceaux, le jeune automobiliste arrivé le matin sortit de l'hôtel et tournant la tête de droite à gauche, il scruta la rue, où il n'y avait rien ni personne. D'un air perplexe, sa femme parut sur le balcon et enleva les maillots de bain. Ne découvrant sans doute pas ce qu'il cherchait, il commença à descendre la rue en direction de sa voiture. Puis, faisant soudain volte-face, il revint sur ses pas et se dirigea vers le pêcheur. « Dites-moi, mon ami, savez-vous si la dame qui est arrivée dans la voiture là-bas, il la désigna de son index tendu, est déjà revenue ?» demanda-t-il. « La dame qui portait une robe fleurie comme un jardin ? Non, je ne l'ai pas vue. Elle est allée sur la falaise vers la grotte ce matin. Je sais. Nous nous sommes baignés tous les 3. Elle nous a quittés ensuite pour rentrer, et je ne l'ai pas revue depuis. Ça n'a pas pu lui prendre tout ce temps. Ces falaises ne sont pas dangereuses, j'espère. Ça dépend de l'endroit par lequel on passe. Il vaut mieux prendre quelqu'un du pays qui connaît les bons passages. Quelqu'un comme lui, bien sûr. Il se lança dans une longue phrase
sur l'imprudence des touristes, mais l'étranger lui coupa la parole sans cérémonie et se rapprocha à grands pas de la façade de l'auberge. Il leva la tête et appela sa femme, qui sortit sur le balcon. « Marjorie, Carole n'est pas encore rentrée. Bizarre, n'est-ce pas ?» Je n'entendis pas la réponse de Marjorie. Mais le mari poursuivit. « De toute façon, nous ne pouvons pas nous attarder davantage. Il faut que nous poussions jusqu'à Penrithar. Es-tu prête? Je vais tourner la voiture. » Il fit ce qu'il avait dit, et ils partirent. Pendant ce temps, je m'étais ressaisi, bien décidé à me prouver à moi-même que j'étais ridicule, et dès que l'auto se fut éloignée, je traversai la rue pour rentrer à l'auberge et me penchai sur le seuil pour examiner le sol de près. Bien entendu, il n'y avait pas la moindre trace de sang sur la pierre. Tout avait donc été le fruit de mon imagination en délire. Mais contrairement à ce qu'on aurait pu croire, cette constatation, au lieu de me rassurer, m'impressionna davantage encore. J'étais toujours debout sur ce seuil tragique, les yeux à terre, lorsque derrière moi la voix du pêcheur sourde inquiétante. « Vous croyez avoir vu des taches de sang, madame ?» Je me retournai, il me regardait avec curiosité et je hochai affirmativement la tête. « C'est curieux, très curieux. Nous avons une croyance dans le pays. Si quelqu'un voit ces gouttes de sang... » Il s'arrêta. « Eh bien, on raconte que si quelqu'un voit ces gouttes de sang, c'est qu'il y aura un mort dans les 24 heures. » Je tressaillis et un frisson courut tout le long de mon dos. « Oui, poursuivit-il, il y a à ce propos une très intéressante inscription à l'église, au sujet du décès de... Non, je vous remercie, dis-je d'une voix ferme. Décidé à ne plus l'écouter et sans plus attendre, je tournai les talons et me dirigeai vers le cottage où se trouvait ma chambre. Comme j'y arrivais, j'aperçus au loin la femme qu'on avait appelée Carole, qui revenait le long du sentier de la falaise. Elle courait presque contre les roches grises. Elle ressemblait à une fleur géante écarlate. Son chapeau avait la couleur du sang. Je me secouai mécontente de moi. Décidément, le sang m'obsédait. Un peu plus tard, j'entendis le bruit de sa voiture. Et je me demandai si, elle aussi, allait à Penrithar. Mais elle prit une route de gauche du côté opposé. En voyant le véhicule qui grimpait la colline, en cahotant, je poussai un soupir de soulagement. Rattle retombait dans sa paisible léthargie coutumière. Joyce se tut, et Raymond West ne put garder plus longtemps la remarque qui lui brûlait les lèvres. « C'est tout, ma chère, dit-il. Je prononce tout de suite mon verdict. Vous avez eu une indigestion, et une indigestion fait danser des taches devant les yeux. Vous êtes trop pressé, mon cher. Voici la suite. Quelques jours plus tard, je lisais dans les journaux, sous le titre « Baignade mortelle », que Madame Dancray, femme du capitaine Davis Dancray, s'était noyée dans la crique de Landire, une station qui se trouvait un peu plus haut sur la côte de Cournoye. On racontait qu'ils séjournaient dans le pays et qu'ils avaient décidé ce matin-là d'aller se baigner comme d'habitude. Mais un vent froid s'était levé, le capitaine et quelques autres estivants avaient trouvé qu'il ne faisait plus assez chaud, et ils s'étaient dirigés vers le golfe. Seule Madame Dacre avait persisté dans son intention, et elle était partie se baigner. Ne la voyant pas revenir, son mari commença à s'alarmer et entreprit des recherches avec ses amis. Ils retrouvèrent seulement ses vêtements, et le cadavre de la malheureuse fut rejeté un peu plus bas, sur le rivage, une semaine plus tard. Elle portait une blessure à la tête qui avait occasionné la mort, et on supposa qu'en plongeant, elle avait heurté un rocher. D'après le rapide calcul que je fis alors, la mort était survenue exactement 24 heures après que j'eusse aperçu les taches de sang. « Je proteste !» s'écria Sir Henry. « Ce n'est pas un problème, c'est une histoire de fantôme. Miss Lempière est évidemment un médium. » M. Petrick tout sauta à son habitude avant de prendre la parole. « Un détail me gêne, dit-il. Cette blessure, nous ne pouvons pas exclure la possibilité d'un coup monté, je pense. Quoique nous n'ayons aucune donnée pour étayer cette supposition. La vision ou l'hallucination de Miss Lempière est intéressante, mais je ne vois pas très bien ce qu'elle souhaite que nous tranchions. »« Indigestion et coïncidence, » s'entêta Raymond West taquin. « Et au surplus, nous ne sommes pas certains qu'il s'agissait des mêmes personnes. En outre, la malédiction, la menace, ou appelez ça comme vous voudrez,
ne concernait que les habitants de Ratol. Peut-être ce sinistre marin a-t-il quelque chose à voir avec cette histoire, remarqua Sir Henry d'un air pensif. Mais je conviens avec M. Petrick que Miss Lempière ne nous a pas fourni beaucoup d'éléments. Joyce se tourna vers le docteur Pender qui secoua la tête en souriant. C'est une histoire très intéressante, dit-il, mais je dois avouer moi-même que les éléments me manquent pour proposer une solution. Joyce regarda alors Miss Marple qui souriait gentiment. Je pense aussi que vous êtes un peu déloyale envers ces messieurs, ma chère Joyce. Bien sûr, c'est différent pour moi. Je veux dire que, pour nous, les femmes, les questions vestimentaires nous frappent toujours. À mon avis, les hommes sont mal placés pour apprécier ce genre de choses qui impliquent, me semble-t-il, un changement rapide de tenue. Quelle mauvaise femme, quel homme encore plus odieux. Joyce écarquilla les yeux. Tante Jane. Oh, pardon, Miss Marple. Je crois vraiment que vous connaissez l'histoire, s'écria-t-elle. À vrai dire, mon enfant, il est beaucoup plus facile pour moi qui suis assise tranquillement ici, en train de tricoter, et en vous écoutant, de réfléchir au fait que votre tempérament d'artiste est sensible à l'atmosphère. Les gouttes de sang tombaient du maillot de bain, suspendu au-dessus de l'entrée. Un maillot de bain rouge, naturellement, de sorte que les criminels eux-mêmes ne se rendirent pas compte qu'il était taché de sang. Pauvre créature, pauvre petite créature. Excusez-moi, Miss Marple, dit encore Sir Henry, mais je suis encore absolument dans le noir. Miss Lempière et vous semblez savoir de quoi vous parlez. Mais nous, les hommes, nous n'y comprenons rien, comme vous l'avez bien deviné. Eh bien, je vais vous raconter à présent la fin de l'histoire, annonça Joyce. 1 an plus tard, je me trouvais de nouveau dans un petit port de la côte, et toujours pour prendre des croquis. Je travaillais un matin lorsque j'eus soudain un sentiment bizarre d'une scène de déjà-vu. Il y avait 2 personnes, un homme et une femme, debout sur le trottoir devant moi, et ils en saluèrent une troisième, une femme qui portait une robe en chine imprimée de fleurs écarlates. Ma parole! Carole, voilà qui est merveilleux de vous rencontrer après toutes ces années. John, voici une de mes vieilles amies, Miss Harding. Je reconnus immédiatement l'homme. C'était le même Dennis que j'avais vu à Rattle. La femme n'était pas la même, c'est-à-dire qu'elle s'appelait John au lieu de s'appeler Marjorie. Mais c'était le même type de jeune femme, insignifiante et gentiment potelée. Ils commencèrent à parler d'aller se baigner ensemble. Je filai tout droit au commissariat. Je pensais que l'on me prendrait pour une folle, mais ça ne m'était égal. Or, il n'en fut rien. Un inspecteur de Scotland Yard venait d'arriver justement pour surveiller Dennis Dacre. Ce n'était certes pas son véritable nom. Il en changeait selon les circonstances. Cet individu recherchait de jeunes filles insignifiantes, sans famille et sans amis, et les assurait sur la vie, pour des sommes importantes. Et puis, oh, c'est horrible d'y penser, Carole était sa véritable femme, et il rejouait sans cesse le même scénario, qui causa d'ailleurs leur perte. Les compagnies d'assurance ayant commencé à avoir des soupçons, Dacre, je continue à l'appeler ainsi, se rendait donc sur une plage tranquille, avec sa nouvelle femme. Sa complice surgissait comme par hasard, et ils allaient se baigner tous les 3. Ils tuaient la petite malheureuse, Carole mettait ses vêtements, et ils revenaient ensemble en barque. Ensuite ils partaient, après avoir fait mine de s'inquiéter de la dénommée Carole. Et dès qu'ils étaient hors de vue, Carole reprenait très rapidement ses propres vêtements, se remaquillait outrageusement, et s'en allait reprendre sa voiture. Les 2 complices se renseignaient d'avance sur la direction des courants, et on retrouvait la morte noyée dans la station balnéaire située à proximité. Carole jouait alors le rôle de l'épouse. Elle allait soi-disant se baigner dans un endroit peu fréquenté, déposer les vêtements de la morte dans une infractuosité de rocher et partait dans sa robe fleurie attendre tranquillement son mari dans un lieu convenu. Je suppose que lorsqu'ils avaient tué la pauvre Marjorie, quelques gouttes de sang avaient jailli sur le maillot de Carole. Comme il était rouge, ils ne s'en rendirent pas compte, et ils avaient toujours un alibi irréfutable, qui ne permettait pas de l'accuser de meurtre. « Tante Jane, demanda Raymond, en regardant la vieille demoiselle avec curiosité. Comment avez-vous fait, encore une fois, pour être la seule à avoir découvert la vérité, alors que vous avez toujours connu ici l'existence des plus paisibles? En ce monde, tout se répète, vois-tu, mon enfant. Tu te souviens peut-être de Madame Green, qui perdit 5 enfants, et chacun d'eux était assuré. On finit évidemment par avoir des soupçons. La méchanceté, hélas, fait partie du climat villageois, voyez-vous, et je souhaite que vous, les jeunes,
Vous ne soupçonniez jamais jusqu'à quel point le monde est dur et cruel. Fin. J'espère que l'histoire vous a plu. On se retrouve pour une prochaine. En attendant, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir et merci.